Cet épisode sera évidemment enregistré puisque nous allons le proposer en replay sur nos différents supports. Et donc, nous vous remercions de couper vos micros pour ceux dont ce ne serait pas encore le cas, afin que notre intervenante du jour, Rebecca Brio, bonjour Rebecca, Bonjour. puisse traiter du thème du jour qui est recrutement dans le génie écologique, comment innover. C'est un vaste sujet que Rebecca, en tant que consultante RH spécialisée dans les métiers de l'environnement, va pouvoir dans les grandes lignes, nous en parler et peut-être nous donner des idées inspirantes. En tout cas, merci Rebecca d'être avec nous ce matin et donc la parole est à toi. Bonjour Alison, bonjour à tous. Je suis effectivement Rebecca Brio. Il y a 2 ans, j'ai voulu moi-même innover dans le champ du RH et du recrutement dans l'environnement. Et donc, merci à l'UPGE pour l'invitation ce matin. Je vais vous partager quelques-unes de mes retours d'expérience et puis ce que j'ai appris sur le sujet en espérant que ça vous soit profitable. Alors, si vous êtes ici ce matin à 8 heures, un 21 décembre de surcroît, ce n'est sans doute pas par hasard et c'est probablement que vous avez recruté, que vous recrutez ou que vous allez recruter dans le secteur du génie écologique. Bon, la première nouvelle, c'est que vous n'êtes pas les seuls. Un rapide coup d'œil à votre boîte mail, aux différents sites d'emploi, Pôle emploi, APEC, Réseauti, Emploi Environnement, LinkedIn, enfin tout type de canaux permet de s'en assurer. Vous n'êtes pas les seuls, donc voilà. Alors ça tombe bien, on a des chiffres récents qui le confirment. Sur l'étude prospective emploi compétences du génie écologique conduite par l'UPGE en 2022, le génie écologique représente 35 000 emplois en 2022. C'est x2 par rapport à 2015. C'est une tendance qui va se poursuivre puisqu'on table sur plus de 50 000 emplois à horizon 2030, avec deux constats, une spécialisation progressive de métiers classiques, métiers d'écologue, par exemple le métier de technicien, et la création de nouvelles fonctions, donc des fonctions intermédiaires sur des métiers d'expertise, et aussi des nouvelles fonctions transversales, par exemple commerciales, et des fonctions enfin de formation qui continuent à former à ces nouveaux métiers. Donc, personnellement, je trouve que c'est une très bonne nouvelle. Ça veut dire que la filière va bien et ça veut dire qu'on va dans le bon sens. Par contre, cela crée effectivement quelques tensions en termes de recrutement, d'autant plus qu'il s'agit de métiers très spécifiques, vous êtes bien placé pour le savoir, et d'autant plus qu'il s'agit de métiers pour certains récents ou en pleine mutation. Donc, face à la pénurie de candidats qu'on constate et à ce marché de recrutement tendu, il nous faut innover pour recruter. Alors, innover, c'est inventer, c'est aussi se réinventer, on va aussi revoir des bases, c'est aussi remettre en question ses pratiques au quotidien. C'est ce que je vous propose de faire avec moi ce matin. Alors, un petit ordre du jour. Je vais d'abord vous faire part très rapidement de mon retour d'expérience à la fois en entreprise de génie écologique et en cabinet de conseil RH et recrutement, puis vous proposer 4 clés d'entrée pour innover sur la thématique du recrutement. Et enfin, j'aimerais faire avec vous un zoom sur les postes de manager qui, pour moi, constituent un enjeu crucial dans nos entreprises de génie écologique. Je vous présente mon parcours rapidement. J'ai une formation initiale d'ingénieur agronome. J'ai occupé plusieurs postes dans l'ingénierie environnementale à partir de 2012, des postes de conseil justement sur les filières de l'environnement en lien avec la biodiversité, et puis un poste en entreprise de génie écologique, Terven, qui est une entreprise qui est basée dans l'Ouest, avec une partie études et une partie travaux. Et c'est une entreprise dont j'ai fini par occuper la position de directrice adjointe. En travaillant dans cette entreprise, j'ai pu faire le constat d'un paradoxe. C'est que j'étais dans un secteur très attractif qui donnait envie. Dès que j'en parlais autour de moi, très, très positif, très attractif. On recevait également beaucoup de candidatures spontanées, notamment de personnes en reconversion. Beaucoup de « je veux travailler dans l'environnement ». Sans pour autant derrière forcément savoir ce que ça voulait dire derrière et connaître les spécificités du métier. Et donc le grand paradoxe, c'est j'avais d'un côté moi-même qui étais déçue de ne pas trouver plus de candidats, d'autres confrères déçus aussi, et de l'autre côté des candidats déçus parce que une sorte de plafond de verre est impossible d'arriver dans le secteur. C'est comme ça que j'ai voulu créer cette entreprise de conseil RH et recrutement avec une double volonté, faire connaître les métiers de l'environnement, notamment de l'écologie, et leurs spécificités et leur technicité, et puis contribuer à la structuration de cette filière qui est passionnante et dans laquelle il y a plein de choses à faire et qui évolue, et qui est vraiment en pleine ébullition aujourd'hui. Donc, c'est comme ça que j'ai co-créé Mualing Repère avec mon associé Romain Beck. Premier zoom sur mon retour d'expérience
en entreprise de génie écologique, j'en ai un petit peu parlé à l'instant. Je ferai quand même une différence entre la partie études et la partie travaux. Sur la partie études, moi, je recevais beaucoup, beaucoup de candidatures, vraiment de nombreuses candidatures toutes les semaines, très peu de candidatures, ce qu'on appelle qualifiées. Et un principal frein à l'embauche de notre côté sur la partie études, qui était vraiment les compétences techniques des candidats, la connaissance des métiers, l'expérience, certaines, et puis d'autres compétences aussi qui ont plus trait, par exemple, à la rigueur ou aux compétences rédactionnelles qui sont nécessaires à travailler en bureau d'études. Et donc, un autre frein qui était un temps de formation long une fois qu'on accueillait quelqu'un en poste. Ça, pour moi, c'était vraiment les principaux freins observés. Avec un grand degré d'exigence en interne, y compris de la part de mes collègues, ce qui, pour moi, a toujours représenté un paradoxe, puisqu'en fait, j'étais dans une entreprise avec beaucoup de personnes formées elles-mêmes sur le tas, parce qu'on est des métiers récents, donc du coup, une formation qui se fait au fil de l'eau. Et quelque part, une fois qu'on s'est formé sur le tas et qu'on a observé à quel point c'était compliqué d'intégrer les métiers, on devient soi-même très exigeant par rapport aux nouveaux entrants. Ça, c'est une observation que j'ai pu faire sur la partie études. Sur la partie travaux, c'était un petit peu différent. On avait moins de candidatures, avec là des freins qui étaient côté entreprise, mais côté candidat aussi, avec beaucoup de freins sur les conditions proposées, sur les conditions d'exercice, notamment sur les déplacements, qui dans mon entreprise se faisaient très souvent à la semaine, et puis sur les conditions matérielles, à commencer par le salaire. On y reviendra. Ce que je dois dire aussi, c'est que ce que j'ai constaté entre 2017 et 2022, c'est un marché du recrutement complètement bousculé. Parce qu'en fait, on a eu un essor des marchés du génie écologique. C'est-à-dire qu'en 2016-2017, on se battait encore pour des marchés. C'était vendu ras les pâquerettes. Il n'y avait pas d'argent, donc de toute façon, pas tellement d'emplois. Il y a eu un réel essor des marchés du génie écologique. On est passé de marchés tirés par les prix vers une vraie demande et plutôt des clients de plus en plus demandeurs et de plus en plus reconnaissants des expertises aussi, qui là encore est une excellente nouvelle. Mais forcément, un marché du recrutement qui s'en est trouvé complètement bousculé. Avec une double problématique, à mon sens, côté entreprise. Mais alors ça, c'est un vécu très personnel, donc il n'est pas forcément partagé par tout le monde ce matin. C'est une compétence RH insuffisamment structurée, parce qu'en fait, il n'y avait pas ces questionnements-là ou pas cette problématique-là avant. Et aussi une difficulté à anticiper les recrutements sur plusieurs années, à penser vraiment stratégie de recrutement à plusieurs années, parce qu'un petit peu héritage du passé, d'une période très compliquée en termes économiques. Donc finalement, on est arrivé sur une situation où on n'avait pas pris ce pli d'anticiper. Voilà un petit peu sur mon retour d'expérience. Avec aussi cette compétence très spécifique et cette persuasion d'être très spécifique avec un énorme degré d'exigence et donc une persuasion que personne ne pouvait comprendre nos besoins en extérieur. Et donc, moi-même à cette époque, j'aurais certainement pas fait appel à un cabinet de recrutement persuadé qu'on avait des métiers bien trop spécifiques. Et c'est toute une complexité aussi de recrutement dans nos filières, c'est d'arriver à trouver des personnes qui vont cocher les cases à la fois sur ces compétences métiers et puis sur toutes les autres compétences qu'on demande à des candidats. Je passe côté cabinet de conseil RH et recrutement. Et donc là, je vais vous donner un retour d'expérience plutôt côté candidat, sur ce que les candidats recherchent, ces fameux candidats qu'on ne trouve pas forcément. Là encore, je vais faire un distinguo entre postes en études et postes en travaux, même si ce n'est pas complètement binaire et que ça se rejoint souvent. Ce que cherchent les candidats en bureau d'études, de mon retour d'expérience, les premières choses qui sont abordées, ou le critère numéro 1, c'est le cadre éthique et le cadre méthodologique proposé par le bureau d'études. Ça, c'est vraiment important. Pour moi, c'est vraiment la clé d'entrée numéro 1 aujourd'hui. On y reviendra. La clé numéro 2, des bonnes conditions de travail. Des bonnes conditions matérielles, évidemment, financières, du bon matériel, un espace de travail agréable. Et ce qui revient en grande priorité, l'équilibre, ce fameux équilibre de vie pro-perso, qui là aussi a été pas mal chamboulé en quelques années. On constate vraiment une structuration des métiers de la charge de travail et du coup une structuration des exigences des candidats en face. Enfin, l'évolution professionnelle, qui est un fort degré d'attente, surtout en France où on valorise beaucoup les parcours avec évolution vers le management. Ça se retrouve aujourd'hui dans la filière du génie écologique où on a des personnes, des professionnels qui sont nombreux à chercher une évolution professionnelle, y compris en termes de prise de responsabilité.
Sur les postes plutôt axés travaux, on retrouve un petit peu les mêmes motivations, c'est-à-dire en premier lieu pour les personnes qui viennent vraiment là pour le secteur des chantiers qui ont du sens et une clarté des chantiers, et c'est-à-dire qu'ils vont rechercher en entreprise de génie écologique, est-ce qu'on est vraiment sur des chantiers de génie écologique, qu'est-ce qu'on y fait et comment c'est accompli. On revient aux conditions matérielles et conditions financières. Des conditions financières, je le mettrais même peut-être en premier sur la partie travaux parce que c'est le nerf de la guerre sur des métiers qui sont moins valorisés que la partie études aujourd'hui, mais des bonnes conditions de travail aussi, du matériel de travail, de la visibilité sur les chantiers, important, la visibilité sur où on sera dans un mois, dans 2 mois, et aussi de la formation et de l'évolution professionnelle. Avec un recul aujourd'hui plus important sur d'autres filières, un constat que je fais sur le secteur du génie écologique, c'est la forte concurrence pour les candidats des entreprises d'entre elles, mais aussi du secteur associatif et du secteur public. Et je constate qu'aujourd'hui, le secteur privé est un secteur mal aimé. On entend parler de grandes démissions, c'est un terme un petit peu à la mode dans les médias. Moi, j'ai envie de dire, c'est les bureaux d'études grandes démissions. Vraiment, j'insiste dessus parce que pour moi, il y a vraiment un travail à faire donc à votre échelle dans vos entreprises et à l'échelle de la filière aussi sur ce sujet. J'ai participé la semaine dernière au salon Ad Natura. Plusieurs entreprises présentes y étaient sans doute également, présentes ce matin. L'UPGE était également représenté. Et j'ai participé à une table ronde à ce salon, donc qui est le salon des professionnels de l'écologie et de la biodiversité à Montpellier, où le sujet était les conditions d'exercice professionnel et psychologique des professionnels de la biodiversité. Avec notamment l'intervention d'un étudiant en sociologie qui avait fait son mémoire d'études sur ce sujet-là et en interviewant des personnes exerçant en bureau d'études. Constat très noir, très très noir sur des conditions de travail difficiles en entreprise. Donc, en premier lieu, matériel, donc plutôt en lien avec une charge de travail ou des horaires compliqués à gérer, des déplacements parfois très compliqués à gérer aussi, mais aussi des difficultés liées au stress mis par les clients notamment, et donc répercuté sur les entreprises en tant que prestataires, avec une forte question un fort questionnement autour de la responsabilité du travail qui est fait et une surresponsabilisation parfois de certains salariés. Et enfin, de manière encore plus fondamentale, une interrogation sur le sens même du travail en entreprise, pour certains professionnels plutôt de la jeune génération, des questionnements sur le sens, en fait, je vais travailler pour favoriser des projets auxquels je ne crois peut-être pas moi-même. Voilà, donc vraiment des questionnements de fond. Et pour moi, ça, c'est un enjeu qui est assez révélateur de la jeune génération, mais dont on doit s'inquiéter, puisque la jeune génération, c'est ce dont on va avoir besoin pour pourvoir les fameux 50 000 postes d'ici 2030. Je me suis retrouvée d'ailleurs en défenseuse du secteur privé et du fait de travailler notamment en bureau d'études, par exemple, puisque c'était quand même la plupart des personnes interviewées, sur la nécessité d'avoir des experts compétents en entreprise et de pouvoir faire ce choix aussi côté entreprise, de participer de manière constructive et justement de faire en sorte que les experts écologues aient leur mot à dire sur les grands projets d'aménagement. Voilà, mais je tenais à mettre ça en exergue parce qu'on a aujourd'hui, nous, en tant que cabinet RH, beaucoup de retours de clients très énervés qui nous disent que les jeunes ne veulent plus bosser ou alors qu'ils ne trouvent personne de compétent, qui ne reçoivent pas de candidature, qui se demandent pourquoi, vraiment, qui sont énervés. Et après, qui n'ont pas forcément le temps de gérer cette problématique du recrutement qui leur paraît une montagne, mais en plus qui vient empiéter sur le travail du quotidien parce qu'en attendant, les entreprises sont débordées. Cet état d'esprit-là, ces constats-là qui sont réels, qui sont des réelles difficultés côté entreprise, versus des candidats qui nous disent aujourd'hui j'ai eu des mauvaises expériences en bureau d'études, donc je ne veux surtout pas y travailler, je ne veux plus y travailler. Est-ce que c'est un poste en bureau d'études? Ben c'est non. J'ai fait un burn-out. Voilà, on constate plutôt ça sur la partie bureau d'études. Ça, c'est le constat un petit peu noir. Ça m'a interpellée, donc je tenais quand même à vous en faire part, même s'il y a des choses à faire. Et donc, justement, on va en parler. 4 clés pour innover en se basant sur des pratiques à proscrire versus bonnes pratiques. La première clé,
pour moi, fondamental, c'est que être pressé et prendre son temps. Alors, je vais enfoncer pas mal de portes ouvertes ce matin, mais je vais essayer de donner des exemples parlants, puisque ça a beau être des portes ouvertes, c'est des constats qu'on observe au quotidien. Quand on recrute, on est régulièrement très pressé, on a une charge de travail qui est dingue et on a besoin de quelqu'un tout de suite. Or, un recrutement, ça ne se fait pas sous 15 jours. Ça ne se fait même pas sous un mois, sauf à doubler le salaire x2. Là, on peut le faire, mais du coup, on peut se poser des questions sur le candidat qu'on va récupérer en face. La durée moyenne aujourd'hui entre le lancement d'un recrutement et vraiment la prise de poste, c'est 5 mois pour un cadre, 3 mois pour quelqu'un qui n'est pas cadre ou qui est avec quelqu'un qui n'est pas cadre. Donc, ce 5 mois et ce 3 mois, ça tient à la durée qu'il faut pour trouver une personne, pour recruter, pour évaluer, pour comparer des candidatures et aussi après à prendre en compte le fait que la personne soit disponible, puisque souvent, quand on recrute aujourd'hui, on va recruter quelqu'un qui est déjà en poste ailleurs. Et donc, les viviers de candidats n'existent pas forcément au sens où on a des candidats qui attendent d'être appelés et vous ne pouvez pas contacter des candidats avec qui vous n'avez jamais eu de contact avant, qui n'ont jamais entendu parler de vous et qui vont se précipiter sur une offre. Donc ça, déjà, il faut le savoir. Et donc, fort de cette connaissance-là, eh bien, on prend du temps et on gagne du temps vraiment par la suite dans le processus de recrutement quand on prend le temps de rédiger une fiche de poste détaillée, précise sur les missions, sur les conditions de travail. Quand on réfléchit sur les critères les plus importants, on en a un petit peu parlé en amont, on a beaucoup de critères de recrutement dans le secteur du génie écologique parce que ce sont des métiers très techniques, très spécifiques. Donc, on a besoin d'avoir ces compétences techniques-là et on a besoin d'avoir d'autres critères aussi qui ont trait plutôt au savoir-être qui sont également importants. Donc, on gagne du temps quand on prend le temps de réfléchir sur ces critères les plus importants et ceux qu'on va éventuellement devoir sacrifier par rapport à d'autres. Et enfin, on gagne du temps quand on implique les managers de la future recrue. Ça, c'est important d'avoir un N+1 DIAD qui va être impliqué à la fois sur cette réflexion de rédaction de fiches de poste et de choix des critères, et à la fois après dans le processus de recrutement, dans le fait de rencontrer notamment, par exemple, les candidats. La deuxième clé pour moi, c'est que chercher la compétence, c'est élargir ses horizons. Et ça, pour moi, c'est vraiment vital pour le secteur aujourd'hui. Donc, élargir ses horizons, concrètement, ça veut dire accueillir des profils de nationalité étrangère, accueillir des profils juniors, trop juniors parfois, accueillir des profils seniors au-delà de 50 ans ou au-delà de 55 ans, accueillir des profils en reconversion et accueillir aussi des profils non salariés sur d'autres modalités de collaboration. Et je vous ai mis un lien vers le site À compétences égales qui liste les critères de discrimination. Je crois qu'il y en a 24 ou 27 qui sont, sur lesquels il faut faire attention dans un processus de recrutement. À mon sens, le secteur du génie écologique est encore assez peu mature sur cette question d'élargir ses horizons. Alors, c'est notamment prendre en compte les soft skills. J'en ai listé ici. Ceux qui me paraissent notamment importants dans le secteur du génie écologique, c'est tous ceux qui vont se retrouver en haut à droite autour de l'esprit critique, donc des capacités d'organisation, de résolution de problèmes, d'adaptabilité, des capacités de prise de hauteur sur des problématiques, de réflexion logique. Voilà, on a aussi tout ce qui est autour de la communication dans des métiers qui sont souvent en relation avec le client notamment, mais aussi de communication en interne, le travail d'éthique et une éthique professionnelle. Voilà, donc j'ai listé un certain nombre de savoir-être. Ce ne sont pas les seuls. Vous pouvez prendre le temps de réfléchir aux vôtres en entreprise, qui sont aussi importants que les compétences professionnelles, et de réfléchir aux moyens de les évaluer. Qu'est-ce qui fait que chez vous, vous allez pouvoir évaluer quelqu'un qui montre des bonnes capacités de résolution de conflits? Pensez à des exemples concrets que vous avez vécus dans vos équipes ou avec des clients, par exemple. Et qu'est-ce qui a fait que dans cette condition-là, vous avez un collaborateur qui a performé, qui a réussi à faire preuve de résolution de conflits, ou au contraire, quelqu'un qui n'a pas performé? Ne faites pas comme l'entreprise étude de cas avec qui j'ai travaillé récemment, qui cherchait un ingénieur spécialiste, ultra expérimenté.
profil qui n'existait pas. Un profil ultra expérimenté de plus de 10 ans d'expérience sur cette spécialité-là, ça n'existe pas, à moins d'avoir des pratiques plus que douteuses pour aller en fait directement le débaucher chez quelqu'un de directement concurrent. Donc, on lui présente des profils plus juniors, notamment en ayant bouclé sur ces fameux soft skills. D'ailleurs, un profil junior très compétent, très intéressant, avec qui l'entreprise échange, ça se passe très bien. Trop junior. Le critère junior était considéré comme trop important. L'entreprise ne le recrute pas, mais reste en très bon terme avec ce candidat. 8 mois plus tard, l'entreprise embauche ce profil plus junior. Temps perdu, 7 mois. Donc finalement, c'est à peu près le temps d'une formation en interne de 6 mois, un petit peu costaud pour monter en compétence sur une expérience que la personne n'avait pas. Ça, c'est un cas qu'on rencontre très fréquemment. CF, le numéro 1, prendre son temps. Et donc, prendre son temps, c'est aussi anticiper pour réfléchir à un programme de formation. Il y a des entreprises aujourd'hui qui vont, par exemple, recruter hors saison, qui vont se dire, bah, tiens, je vais perdre 3 ou 4 mois, mais comme ça, je prends le temps de former, ou qui mettent en place des programmes de formation en interne, en externe, voilà, qui prennent ce temps-là, qui se disent, OK, on va prendre autant de temps, donc tant qu'à faire, on va mettre en place, par exemple, des dispositifs de formation. Faites plutôt comme l'entreprise Tout Compris. On a également accompagné il y a quelques temps, qui cherchait un directeur bureau d'études naturaliste, à qui on a présenté un profil expérimenté, de bonnes compétences métiers, une bonne connaissance aussi du tissu d'acteurs local. Surtout, ce qui a fait la différence, excellente capacité de leadership et de gestion d'équipe, mais pas d'expérience en bureau d'études. Un petit peu osé. C'est un recrutement qui a été bouclé en 6 mois entre le démarrage et la prise de poste. C'est relativement court pour un poste de direction, avec un programme de formation intégré. Le temps gagné, pour moi, il est de 4 mois par rapport à un recrutement qu'on aurait bouclé en 10 mois en n'étant pas aussi flexible sur cet horizon. D'autres exemples de bonnes pratiques pour élargir ces horizons. L'entreprise ouverte d'esprit, un bureau d'études encore, qui a osé recruter un candidat manquant aussi de certaines compétences, là en relation client, donc un soft skills qui pourrait être très important sur certains recrutements. Là, pour le coup, qui ne l'est pas, parce que c'est un poste qui ne nécessitait pas de prise de parole en public, ne nécessitait pas de capacité de négociation. On est vraiment sur un poste de production. C'est un recrutement qui a été bouclé en 1 mois, entre le lancement et la prise de poste. En 1 mois, pourquoi? Parce que c'est un candidat qui n'était pas en poste, notamment à cause de ce manque de compétences relationnelles, mais qui en présentait d'autres bonnes par ailleurs, où la prise de référence était bonne sur ses expériences précédentes. Et c'est un candidat qui est en poste aujourd'hui et avec qui ça se passe très bien. Autre exemple, vous pouvez aussi faire comme la collectivité Ville-Verny, qui cherchait un technicien eaux usées, poste, on n'est pas tout à fait sur notre secteur, mais c'est à peu près similaire en termes de pénurie. C'est un poste avec une grande partie de terrain, mais une grande partie de reporting aussi, de production écrite. Et pour le coup, la difficulté sur ce poste-là, en collectivité, c'était une grille salariale bien en dessous du marché. Cette collectivité a osé embaucher un technicien venant d'un autre secteur, celui des analyses du sol, donc pas tout à fait la même chose, avec d'excellentes capacités relationnelles et une expérience en suivi de chantier qui est là importante dans le cadre de ce poste présent. Je pourrais vous donner aussi d'autres exemples récents, celui d'un candidat qui ne parlait pas parfaitement français, mais qui avait d'excellentes compétences de terrain, qui peut être très bloquant pour certaines entreprises. Quand d'autres s'en saisissent, ça se passe très bien. Voilà, ne passez pas à côté de la perle rare. Osez les profils atypiques. Je reviens aussi à la question des CV reçus qui peuvent paraître comme complètement à côté de la plaque. Pardon. Prenez le temps d'étudier les candidatures reçues. Et une candidature qui vous paraît à côté de la plaque ne l'est pas forcément. Il y a quelques indices, qui peuvent vous aider à repérer des candidatures atypiques qui peuvent être intéressantes. C'est par exemple la présence d'une lettre de motivation personnalisée. Quand il y a un CV qui ne colle pas, mais qu'il y a une lettre de motivation personnalisée, c'est que voilà, le candidat ne postule pas par hasard, ou une prise de contact en direct, par exemple. J'en ai un petit peu parlé dans le listing du fait d'élargir ses horizons. Là, on ne parle pas tellement de questions de discrimination du candidat en lui-même, mais je tenais à vous faire un focus sur le statut freelance. Vous avez dû le remarquer, qui est de plus en plus fréquent. Il y a de plus en plus d'auto-entrepreneurs, de plus en plus d'indépendants. C'est quelque chose, à mon sens, qu'il faut prendre en compte aujourd'hui dans les recrutements et penser différemment. Penser partenariat,
voire association capital, portage salarial, management de transition sur certains postes, c'est quelque chose qui va se développer. Alors moi, je ne crois pas que le salariat soit mort. Au contraire, je pense qu'il y a de très belles choses à faire, mais je pense que voilà, la partie freelance et indépendance, c'est quelque chose à prendre en compte et que ces deux structures vont coexister. Et donc, quand on pense recrutement et stratégie RH et stratégie de recrutement, il faut également intégrer ces profils dans la réflexion stratégique. Et nous, on accompagne régulièrement des entreprises qui en fait réfléchissent par exemple association directement pour développer une nouvelle interne, une nouvelle entité, une nouvelle antenne, pardon. Et donc ces réflexions-là, ça reboucle aussi sur la question de la formation en interne. Et donc élargir ses horizons, c'est peut-être élargir ses horizons aussi en termes de postes recrutés et penser à recruter des personnes au poste de formateurs internes qui vont préserver la compétence. Troisième clé, vouloir de l'engagement. Ça, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup côté entreprise, qui cherchent des collaborateurs qui vont être engagés. Vouloir de l'engagement, c'est soigner le parcours candidat et le parcours salarié. Et il y a une chose à comprendre aujourd'hui, c'est que les tables sont renversées et que vous êtes vous aussi le candidat lorsque vous êtes en processus de recrutement. Vous êtes vous aussi le candidat, car souvent, en processus de recrutement, vous allez procéder pas uniquement en réceptionnant des candidatures, mais en approchant des candidats, en allant chercher des candidats. Et donc ça veut dire que vous êtes vous-même candidat dans cette relation. Des choses à ne pas faire pour soigner le parcours de recrutement, des choses dont je cite témoin régulièrement, c'est des choses comme proposez-nous des dates, lancer un candidat et donc demander au candidat finalement de faire le travail, alors que c'est nous qui sommes allés le chercher. Voilà, donc non, il faut faciliter le parcours. Faciliter le parcours, ça veut dire en fait, éviter aussi de rajouter un entretien qui n'était pas prévu ou de ne pas être clair sur le processus. Ça, c'est plutôt sur la partie process. Soigner le parcours sur le relationnel avec les candidats, en fait, c'est prendre le temps de considérer le candidat. Alors, nous, on entend régulièrement des phrases du style on n'a pas été convaincu, voire une phrase qui me choque régulièrement, c'est on n'a pas eu le coup de cœur, comme si le candidat était un produit, ce qui n'est pas. En fait, voilà, encore une fois, vous êtes vu aussi le candidat, donc prenez le temps de réfléchir de manière collaborative et d'être dans l'échange avec le candidat et dans vous-même, en fait, dans la perspective de réussite avec les candidats. Ça peut se faire si on a bien pris le temps en amont de réfléchir, prendre le temps au début et de réfléchir sur les critères, ce qui nous permet de poser de manière très réfléchie si on coche les cases ou pas. Après, il y a évidemment une intelligence aussi relationnelle derrière de fluidité avec le candidat. Mais voilà, si on prend le temps d'avoir posé ça, on ne peut pas s'en tenir à des propos tels que on n'a pas été convaincu, on n'a pas eu le coup de cœur, qui pour moi sont trop du degré de l'irrationnel. À l'inverse, des bonnes pratiques, un parcours de recrutement soigné. Un exemple de bonne pratique, c'est une proposition d'embauche qui est rédigée de manière claire, envoyée moins d'une semaine après un parcours de recrutement composé de 2 rendez-vous uniquement. Voilà, on a tellement bien cadré les choses en amont qu'une fois que ça déroule, on est capable de réagir rapidement. Prendre son temps, c'est savoir réagir rapidement également. Un autre exemple de bonne pratique, c'est une rencontre avec le manager direct, dès le premier entretien. Voilà, dès le premier entretien, on présente au candidat la personne avec qui il va être amené à travailler. Un exemple de bonne pratique, ça c'est un exemple de dispositif qu'on peut mobiliser, que j'ai vu récemment, c'est une immersion en entreprise. Proposer à un candidat de passer une semaine sur le poste avec le dispositif d'immersion en situation professionnelle qui est proposé par Pôle emploi, par exemple, pour les personnes qui ne sont pas en poste. Donc, des bonnes pratiques, une offre claire, des conditions claires, un process de recrutement clair, faire preuve d'empathie avec les candidats et donner des nouvelles à tous les candidats. Car oui, les candidats qui ne sont pas recrutés aujourd'hui sont peut-être vos candidats de demain. Un petit point sur l'entretien visio, qui est une bonne solution pour une première prise de contact, notamment pour les candidats qui ne sont pas basés dans le coin, qu'on observe régulièrement. Donc, attention à bien soigner les conditions matérielles, les conditions de connexion, un arrière-plan pas trop sombre, tâchez à être bien vu, à soigner votre posture aussi. L'autre jour, j'ai assisté à un entretien où je voyais une personne qui prenait des notes comme ça sur un deuxième écran et donc qui du coup ne regardait pas sa caméra et donc ne regardait pas le candidat. Ce sont des remarques que je fais également au candidat de l'autre côté, rassurez-vous. Après le recrutement vient le parcours d'intégration.
et donc qui fait véritablement partie du recrutement et qui est à soigner. Donc là, ayez un parcours d'intégration, une checklist d'intégration claire avec des étapes avant l'arrivée pour préparer au mieux l'arrivée, des étapes lors de l'arrivée sur les attentions portées à la personne qui arrive dans l'entreprise, les attentions, des choses prévues, du matériel à son nom, un ordinateur qui fonctionne s'il en a besoin, voilà, des choses prévues. Et puis ensuite, la semaine qui suit l'arrivée et puis le mois qui précède l'arrivée. L'entreprise est tout aussi responsable que le candidat de sa bonne intégration et de la réussite. Et la période d'essai est valable également pour l'entreprise. Et donc ça, c'est prendre du temps, prendre du temps, prendre du temps. Ne faites pas comme l'entreprise J'ai tout faux, avec laquelle j'ai échangé récemment. Je ne me suis pas rendu compte que sa nouvelle recrue n'était pas bien. Signal d'alarme, petit signal de vigilance au bout de 1 mois, au bout de 2 mois plutôt. Donc, échange avec le candidat. Sa période d'essai a été renouvelée. Côté entreprise, c'est complètement classique. Ça se fait régulièrement pour des postes. C'est un poste avec une certaine autonomie à avoir. Donc, on ne peut pas la constater au bout de 2 mois. Donc, on anticipe pour renouveler la période d'essai. L'entreprise n'a pas pris le temps de communiquer suffisamment sur le nouveau salarié par rapport à ce renouvellement. Le nouveau salarié qu'il a hyper mal pris, qu'il a pris comme en fait, ils ne me font pas confiance. Donc, pour l'entreprise, c'était un processus complètement normal. Pour le candidat, c'était le témoignage du fait de ne pas avoir la confiance de l'entreprise. Ajoutons à ça que le lieu de travail du salarié en question, c'est le bureau d'une collègue qui est en arrêt maladie, donc on ne sait pas la durée de l'arrêt maladie, et donc on l'avait quelque part casé dans un bureau temporaire. Et donc pour lui, c'était un signal hyper négatif. C'est une case là, je ne suis pas vraiment intégrée dans l'entreprise. D'ailleurs, c'était assez intéressant dans nos échanges. Il fonctionne comme ça plutôt que nous fonctionnons comme ça, alors qu'il était dans l'entreprise. Alors que pour l'entreprise, ça avait été une réflexion purement pragmatique. Il y a un bureau qui est libre, on va le caler là. Donc voilà, soigner le parcours d'intégration et soigner vraiment la perception aussi par le salarié qui intègre. Autre exemple de mauvaise pratique, côté alternance, c'est un alternant qui arrive et son responsable, son tuteur d'alternance qui n'était pas au courant que c'était lui qui allait encadrer l'alternant. Donc, ça, hyper mauvaise pratique, notamment pour des alternants qui vont peut-être rester demain. Enfin, après l'intégration, je ne vous apprends rien, c'est la fidélisation. Je vous mets ici trois attentes clés qui sont sorties d'une étude sur les pratiques managériales conduite par l'APEC en 2022. Les 3 attentes clés, c'est l'autonomie laissée aux salariés, le sens du collectif et les conditions de travail. Et donc, les conditions de travail, typiquement, pour moi, c'est passer d'un environnement de travail qui ressemble à ça à un environnement de travail qui ressemble plutôt à ça. Ce qui peut paraître décalé pour notre secteur, pour avoir visité plusieurs entreprises, mais pour le coup, alignons-nous sur les entreprises d'autres secteurs et osons des conditions de travail décentes, voire très sympas, voire modernes. Les conditions de travail, évidemment, c'est avant tout le salaire. On a beaucoup d'entreprises qui se plaignent aujourd'hui de la course à l'échalote sur le salaire. Alors, on l'observe effectivement, ce côté mise aux enchères, mais moi, je trouve que c'est une bonne nouvelle d'avoir des salaires revalorisés dans le secteur et qu'il faut effectivement en fait, soigner ces salaires. Les conditions de travail, c'est aussi des zones de déplacement qui sont limitées, ce qui revient beaucoup, des horaires et aussi de la flexibilité. Enfin, je finirai sur la question du vouloir de l'engagement. Je pense qu'il faut aussi accepter la durée limitée des parcours en entreprise aujourd'hui. Vous avez des postes sur lesquels la durée moyenne, ce sera 3 ou 4 ans. Voilà. Et ça, on peut mettre en place toutes les bonnes pratiques du monde. En fait, on va être sur des postes à durée limitée. Donc ça, il faut l'anticiper, il faut l'organiser. Il faut réfléchir consolidation des compétences. J'en reviens, par exemple, à l'idée d'embaucher un formateur en interne sur les compétences. Dernière bonne pratique, dernière clé pour moi de l'innovation dans le recrutement, c'est que rechercher la perle rare, eh bien, c'est savoir se différencier. Aujourd'hui, les meilleurs candidats ont l'embarras du choix et donc, il faut que vous leur parliez de vous. Je n'ai pas encore rencontré d'entreprise aujourd'hui qui n'ait pas de choses à raconter ou qui n'ait pas de point différenciant. Vraiment, j'en ai pas rencontré. Et une grande richesse de mon métier aujourd'hui en tant que cabinet de conseil RH, c'est d'observer la grande diversité des entreprises et des modes de fonctionnement, des modes de management, des spécificités métiers qui existent. Par contre, les entreprises ont un point commun,
c'est qu'elle parle rarement d'elle dans le détail. Et on est très souvent, très malheureusement, sur des choses très génériques. Rejoignez une entreprise avec l'esprit collaboratif, ou une entreprise où il fait bon vivre, ou une entreprise à taille humaine. C'est des choses très génériques qui ne parlent pas vraiment de l'entreprise. Donc, vraiment, parlez de vous. Il y a plein de choses à dire. Quelles sont les perspectives d'évolution chez vous? Est-ce que vous êtes plutôt sur une expertise, une évolution vers de l'expertise, vers une technicité, vers une spécificité de métier, ou est-ce que vous êtes plutôt une entreprise qui va favoriser des parcours vers du management ou des fonctions ou d'autres fonctions? Quelle est votre vision de développement? Est-ce que vous êtes une vision mesurée, très maîtrisée, à vouloir rester sur une expertise ou une zone géographique très mesurée? Ou est-ce qu'au contraire, vous êtes sur une vision de développement no limites, c'est le plein boom? Les deux sont valables, les deux vont attirer des candidats très différents. Sur l'éthique métier, on en a parlé en amont avec cette question de grande démission. Comment vous vous positionnez? Vous avez forcément une éthique métier et vous avez forcément des choses à défendre, une voix à défendre auprès des candidats. Est-ce que c'est une sélection stricte des clients ou des projets sur lesquels vous travaillez? Est-ce que c'est au contraire une volonté d'accompagner tous les projets et de les rendre les plus vertueux possibles? Voilà. Et puis enfin, quelle est votre stratégie de marché? Où est-ce que vous allez? Quels sont les marchés que vous voulez aller chercher? Là encore, il n'y a pas de bonne réponse. Elles sont toutes bonnes. Il faut le faire savoir. Pour certaines entreprises, ce sont des engagements RSE à mettre en avant. On a beaucoup de demandes de candidats en ce sens-là. Et donc là, il faut pouvoir l'utiliser avec des choses très concrètes. Il vaut mieux en faire moins, mais le communiquer de manière concrète. Et enfin, je reviens sur le positionnement. Est-ce que vous êtes sur une expertise de niche? Est-ce que vous êtes généraliste? Est-ce que vous êtes plurispécialiste? Là encore, vous n'allez pas attirer les mêmes candidats et donc communiquer dessus. Communiquer dessus et reflétez-le dans vos fiches de poste et notamment dans les intitulés de poste, avoir un intitulé de poste clair qui vous ressemble. Voilà, je vous rappelle les 4 facteurs clés selon moi. Être pressé, prendre son temps, chercher la compétence, élargir ses horizons. Pour moi, ça, c'est vraiment vital pour le secteur. Vouloir de l'engagement, c'est soigner le parcours en échange. Et enfin, chercher la perle rare, c'est savoir se différencier. Et je terminerai par un zoom rapide sur les postes de manager dans les métiers du génie écologique. Les postes de manager, ce sont des postes qui, selon moi, sont un réel enjeu aujourd'hui, car ce sont des postes qui sont en pleine évolution, eux aussi, avec les évolutions du métier et aussi l'évolution des tailles des entreprises. Les postes de manager, ce sont des postes où on demande des compétences métiers. Ça reste la base. Et on est dans un secteur où les spécificités sont telles que les spécificités métiers, on ne peut pas y couper. Ça, c'est clair. C'est aussi des personnes à qui on demande de piloter une activité, de faire du reporting, d'organiser et planifier le travail d'une équipe, de fournir à ses collaborateurs les moyens nécessaires à leur travail et de faire grandir ses collaborateurs. Là, on est sur des missions qui sont en dehors du métier et qui sont aujourd'hui, je trouve, négligées parfois dans les entreprises qui ont des managers où on reste beaucoup sur la production et on néglige ces autres tâches qui sont vitales au métier de manager. Pour moi, il y a un travail réellement à faire sur cette notion de poste de manager et de dégagement du temps qu'on y met et donc de recrutement de personnes qui vont être capables et qui vont vouloir endosser ces postes-là. Sur les managers, on a des fortes attentes. Côté direction, atteindre les objectifs. Côté collaborateurs, grosse attente sur la reconnaissance du travail de la part des managers. On a des attentes qui apparaissent en lien avec cette nouvelle génération. Donc, accepter de déléguer des choses, le sujet des horaires, et avec des choses qui ont changé depuis le Covid. Plus d'attention portée, donc du temps apporté par le manager sur le portée d'attention de des collaborateurs. Plus de demandes encore sur de l'autonomie et plus de demandes encore sur les collectifs du travail. Je terminerai par vous dire que recruter, c'est un métier qui demande de la méthode, de l'intelligence émotionnelle aussi, pas que de la méthode froide, et de la nuance, beaucoup de nuances. C'est la minute pub pour vous dire que recruter, c'est un métier. Ça peut passer par la création de fonctions support pour vous en interne ou un choix d'externalisation. Et j'en profite pour dire 2 mots sur l'entreprise que je co-dirige, Mualing Kruper, qui est un cabinet de conseil RH et recrutement qui est spécialisé dans les métiers de l'environnement, notamment de la biodiversité, et qui intervient sur un panel de solutions, de l'audit RH jusqu'au plan de formation et au recrutement derrière. Nous sommes 2 associés et vous avez mes coordonnées ici. Je vous remercie pour votre attention ce matin et je vous souhaite des très bonnes fêtes.
Merci beaucoup, Rebecca. Avant de se quitter, tu as une petite question d'un participant dans le chat qui te demande si tu connais l'état des relations entre nos entreprises de génie écologique et les écoles. Alors, c'est très variable, hein. Les écoles sont très demandeuses de relations, notamment sur toutes les écoles qui proposent des alternances. Donc, c'est des écoles qui sont plutôt ouvertes, hein. Et c'est très variable. Il y a des entreprises qui ont développé des liens, qui sont par exemple parrains de formation, qui vont accueillir des stagiaires, des alternants, et d'autres entreprises qui ont très peu de relations. Donc, c'est variable, mais ce que je peux dire, c'est que j'ai pas encore rencontré une école ou un organisme de formation qui ne soit pas preneur de ces liens-là. Donc, c'est plutôt un canal qui est ouvert et à exploiter, évidemment. Très bien, merci. Écoutez, si certains d'entre vous souhaitent profiter des quelques minutes qui nous restent pour activer leur micro et poser une brève question efficace et directe, n'hésitez pas. Oui, moi j'en avais une. Bonjour Louis, je vous en bonjour. Bonjour. Donc, je suis responsable de la formation ouvrier du génie écologique à la MFR de l'Entre-deux-Mers en Gironde. On se prépare l'an prochain à recruter des nouveaux candidats pour remplir la classe. Cette année, le recrutement a été fait un petit peu dans la précipitation puisque c'était la première année et puis le calendrier nous a pressés. Et je constate également, comme vous, que du coup, se presser, c'était pas forcément le meilleur en termes de résultats, avec des candidats qui avaient des attentes un petit peu en dehors de ce que le métier exige, Mm. avec des exigences, comme vous le disiez, qui sont assez importantes sur le terrain en termes de déplacement, etc. Et du coup, je voulais savoir si vous aviez des conseils aussi pour les centres de formation sur la manière de recruter et se mettre en relation avec les entreprises à la suite. Mais je pense que vous l'avez bien résumé sur l'aspect de prendre son temps. Je pense que là, les conseils que vous cherchez, c'est du long terme. C'est-à-dire sur les relations avec les entreprises, c'est de pas faire du one shot. Et effectivement, pas faire du one shot sur une année et une session de recrutement, mais plutôt être sur des partenariats à long terme. Donc peut-être vous aussi réfléchir à une forme de contrepartie sur les entreprises sur du long terme, comme la possibilité de diffuser des offres aux anciens apprenants sur plusieurs années. C'est ça qui va intéresser une entreprise pour la fidéliser aussi à long terme. Donc, c'est pas faire du one shot. Et puis, en fait, c'est communiquer, 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 quoi. Clarifier, effectivement, communiquer sur les conditions de travail. Et puis, apprendre à valoriser aussi, parce qu'il y a des conditions de travail difficiles, certes, ce qui peut être un barrage à l'entrée. Il faut que ce soit un barrage parce qu'il faut communiquer dessus. Mais par contre, c'est valoriser aussi les métiers et les perspectives d'embauche derrière et les perspectives d'emploi. Ok, merci. Merci. Il y a une autre question dans la salle. Bonjour, je m'appelle Sandrine Meizano, j'enseigne la RSE dans les grandes écoles en niveau MBA Master. Bonjour. Donc je reprendrai peut-être contact avec vous parce qu'effectivement ce sont des endroits où il y a marié la notion de besoin en alternance et des besoins d'entreprise. Mais j'avais une question technique par rapport à ce que vous avez dit. Vous avez à un moment donné évoqué le fait dans un de vos slides sur soigner le parcours. Sur la fidélisation, vous dites accepter la durée limitée des parcours. Je n'ai pas compris ce que signifie exactement cette expression. Oui, Excusez-moi. la durée limitée des parcours en entreprise. C'est-à-dire que aujourd'hui, il y a des postes en fait, la durée moyenne d'un poste certaines fonctions, ça va être 3 à 4 ans. Et donc, en fait, il faut travailler à la fidélisation de ses salariés, mais il ne faut pas croire que fidélisation veut dire 10 ans. En fait, fidélisation, ça va vouloir dire 3 ou 4 ans sur un poste. Donc après, ça va être soit l'évolution vers un autre poste en interne, soit départ vers une nouvelle société ou une nouvelle structure. Et ça, il faut l'accepter. Ça veut pas dire qu'il faut, ça veut pas dire qu'il faut à tous les prix dire 3 ans, c'est bon, mais c'est une réalité. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire qu'on a raté sa fidélisation si on a quelqu'un qui reste 4 ans en poste sur certains postes. Par contre, c'est l'anticiper, dire comment j'organise la compétence collective, comment j'organise ce parcours de mon salarié pour le faire monter en compétence et fait, que ce soit gagnant-gagnant. je comprends. En fait, c'était la mission qui est limitée dans le temps. Je me disais, qu'est-ce que vous mettiez Ouais. derrière le mot parcours? C'est la mission. Le contrat en Je fait. comprends. Ouais. Voilà. Là, c'est très clair. Merci. Merci. En tout cas, c'est très, très intéressant. Merci beaucoup. Merci à vous.
Eh bien, écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, on vous remercie pour votre présence très matinale. Cet épisode sera donc en replay sur le site internet du PGE. Et donc, n'hésitez pas à le partager et à suivre le programme 2024 des prochains épisodes. En tout cas, bonne fête de fin d'année à tous et encore merci pour votre présence. Merci à l'UPGE, merci à tous, bonne journée.